Bonjour, bienvenue. Bienvenue et merci d'avoir répondu à l'invitation pour cette journée inaugurale du nouveau lieu Aquitaine Cap Métiers, qui s'appellera dans quelques minutes, dans quelques heures, le centre régional Vincent Merle. Nous en reparlerons. Je dis volontairement lieu plutôt que bâtiment, parce que c'est plus qu'un bâtiment. Vous avez pu, pour tous ceux et toutes celles d'entre vous qui avaient fait la visite, voir les différents modules d'accueil, les outils qui ont été mis en place. Et pour que Monsieur Marx, votre place est au bout, vous avez vu qu'il y a différents outils qui ont été mis à disposition à la fois des jeunes, des familles, des salariés qui cherchent à s'informer sur les métiers. Et nous allons un peu détailler tout cela avec des exemples qui montrent comment l'entreprise est un véritable maillon de la chaîne orientation-emploi. Des exemples concrets qui seront étayés par les acteurs principaux de la démarche qui sont à la table ronde devant vous. Juste auparavant, nous avons demandé à Madame Catherine Beauvois, qui est à côté de moi, secrétaire générale du CNEFOP. Le CNEFOP, c'est le nouveau, on va s'y habituer bien sûr, Conseil national de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous lui avons demandé de faire en quelques minutes un point sur la réforme de la formation, la loi du 5 mars 2014, qui amène beaucoup de modifications, d'améliorations, nous l'espérons, pour l'ensemble des salariés, demandeurs d'emploi, mais aussi pour les entreprises, les organismes de formation et tous les acteurs de l'orientation et de la formation et de l'emploi. Donc vous avez la parole, Madame Beauvois, pour cette présentation. Merci et bonjour à tous. Donc j'ai la difficile responsabilité de vous présenter en quelques minutes les grands axes de la réforme du 5 mars 2014 qui a réformé la formation professionnelle, mais pas seulement tout à fait. Du coup, en quelques minutes, j'ai choisi deux axes principaux pour essayer d'organiser cette présentation sans être trop approximatif dans la présentation de cette réforme, en essayant d'axer le propos autour de deux grands objectifs qu'a eu cette réforme. D'une part, la sécurisation des parcours de l'ensemble des actifs et d'autre part, la recherche d'une meilleure compétitivité des entreprises, pour évidemment être dans le thème de cette table ronde. Autour de la question de la sécurisation des parcours de l'ensemble des actifs, c'est vrai que le constat qui avait été fait et qui était à l'origine de cette réforme, c'était de dire que la formation professionnelle en France bénéficiait trop souvent à un public adulte, qualifié et salarié, là où nous pouvions constater que, je ne sais pas comment le placer pour que ce soit agréable pour vous, alors que nous pouvions constater que ces mécanismes, initiés au début des années 70, avaient été inventés à une époque de plein emploi et où effectivement le contrat de travail à durée indéterminée était la norme contractuelle de travail. Au jour d'aujourd'hui, si on cumule le taux de chômage avec le taux de salariés que l'on qualifie de précaires parce que titulaires de contrats de travail trop courts pour bénéficier de politiques, des politiques classiques d'accès à la formation des entreprises, c'est 25% des actifs qui ne sont pas en situation de bénéficier des outils, j'allais dire anciens, de la formation professionnelle. Donc c'est vraiment face à ce constat que la réforme a essayé de rééquilibrer les choses et de faciliter l'accès à la formation, évidemment des demandeurs d'emploi, mais de façon plus large, pour ne pas donner l'impression de concurrence entre publics, parce que je pense que c'est vraiment pas l'objet. L'idée étant d'essayer de structurer un accès à la formation professionnelle ouvert à l'ensemble des actifs, tout au long de leur vie professionnelle, quel que soit leur statut. Donc l'idée, c'était de concevoir des outils qui soient universels et mobilisables, quel que soit son statut. C'est vraiment dans cet esprit qu'on a créé, donc, avec la loi, à la fois le compte personnel de formation. Donc, je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails de cet outil qui reste technique, qu'on apprendra à connaître au fur et à mesure de l'année 2015. Mais le compte personnel de formation, sa grande nouveauté, la grande évolution par rapport à tout ce qui avait pu exister jusqu'à présent, c'est que c'est un compte que l'on va avoir tout au long de sa vie, dès son
son entrée sur le marché de l'emploi, que cette entrée soit symbolisée par la signature de son premier contrat de travail ou par une première inscription en mission locale ou à Pôle emploi. Dès que vous devenez actif, vous aurez un compte personnel de formation qui vous suivra tout au long de votre carrière, qui permettra de cumuler un premier socle d'heures de formation dont le financement est sécurisé par la réforme du financement de la formation professionnelle et qui, en plus, vous permettra d'aller chercher des financements diverses et variées selon le statut dans lequel vous êtes au moment où vous décidez de mobiliser votre compte personnel. Et donc là, soit vous êtes demandeur d'emploi au moment où vous choisissez de mobiliser votre compte et vous pourrez aller vous tourner vers le conseil régional ou plus accessoirement vers Pôle emploi, soit vous êtes, je fais attention à ce que je dis, soit vous êtes un salarié et vous pouvez mobiliser votre compte personnel de formation en autonomie ou en dialogue avec votre entreprise en essayant d'appeler une période de professionnalisation ou en allant vous adresser à votre FONGECIF et en demandant un congé individuel de formation en abondement de votre compte personnel de formation. Donc, juste pour illustrer, je m'arrête là pour les détails autour de cet outil, mais illustrer le fait que cet outil a été conçu pour accompagner la personne tout au long de la vie et quel que soit son outil. Autre outil qui, pour nous, a été absolument structurant dans cette réforme, c'est la création du service public régional de la formation professionnelle. Cet outil est alors peut-être facialement plus orienté vers des publics particuliers, c'est évident, c'est vrai. Les jeunes sortis sans qualification et demandeurs d'emploi. Néanmoins, c'est un outil qui est au cœur de la réforme parce que lui, à travers la création du service public régional de la formation professionnelle, on a comme avec le compte personnel de formation, essayer de renforcer l'effectivité d'un accès à la qualification pour tous tout au long de la vie. Et là aussi, la création du service public régional de la formation professionnelle, vous le verrez, ces normes-là, entre guillemets, n'existaient pas jusqu'à présent, sont axées et donc sont rendues maintenant obligatoires pour l'ensemble des services publics régionaux de la formation professionnelle, sont axées sur la mise en œuvre opérationnelle, effective, du droit à la qualification, donc avec une obligation d'axes renforcés sur l'accès au niveau 5 et 4 de la qualification, avec vraiment l'idée que ce service public doit contribuer avec la formation initiale, avec la formation continue tout au long de la vie, doit contribuer à la qualification de l'ensemble des actifs tout au long de la vie. Ça, c'était vraiment le premier grand bloc d'objectifs de la réforme autour de la sécurisation des parcours. L'autre grande dimension que vous trouverez dans la réforme, en lien avec cette ambition de sécurisation, c'est le renforcement de l'ensemble des services que je qualifierais d'aide à l'accompagnement dans le parcours de mobilité professionnelle. Et là, vous avez plusieurs outils qui sont très complémentaires dans la réforme et qui doivent aider la personne, acteur, responsable de son parcours, facilitant son dialogue avec son employeur, facilitant son dialogue avec le service public de l'emploi, doit l'aider à être acteur de son parcours. Vous avez la réforme du service public régional de l'orientation, où là, nous sommes partis d'un service public de l'orientation qui avait été pensé de façon nationale avec un cahier des charges que nous avons souhaité réformer pour repartir des territoires, faire de la région le chef d'orchestre des acteurs de l'orientation, le responsable de l'animation, de la coordination de ces acteurs, au service du dynamique qui soit accroché à la dynamique de développement économique et partenariale du territoire. Donc ça, c'est la réforme du service public régional de l'orientation. Vous avez aussi la création du Conseil en évolution professionnelle. Ce Conseil en évolution professionnelle, il fédère les 5 plus grands réseaux nationaux de conseils à l'insertion et à l'emploi. Je veux parler de l'APEC, de Pôle emploi, des Cap emploi, des FONGECIF au passif, et des missions locales, excusez-moi, et des missions locales. Et pour la première fois, le législateur dit à l'ensemble de ces 5 réseaux qui exercent évidemment pour partie un métier commun,
similaires. Je ne sais pas si les responsables de ces réseaux, en m'entendant parler, auraient envie de contester cette affirmation ou pas, mais en tout cas, c'était la vision que je vois des têtes opinées dans le bon sens, donc ça va. C'était la vision que nous avions à travers cette réforme, d'essayer autour du conseil en évolution professionnelle, de mieux marquer la convergence de ces métiers autour de ce métier du conseil vers l'évolution professionnelle tout au long de la vie. Et l'idée de dire, parce que là aussi il fallait partir de la personne, que quelle que soit l'évolution de mon parcours, que je sois jeune et que je commence à m'adresser à la mission locale, que je fasse de longues études et que je sois reconnu cadre, jeune, diplômé en insertion, et que l'APEC devienne mon interlocuteur, que je signe mon contrat de travail et que désormais je travaille avec le FONGEFSIF, je dois avoir une forme d'homogénéité de service, une continuité de service, avec des outils qui me suivent et qui, tout au long de mon parcours. Donc ça, c'est l'ambition du Conseil en évolution professionnelle. Je sens que je suis déjà trop longue et donc je vais essayer d'accélérer. Le dernier point que je veux évoquer sur cette thématique de l'accompagnement, parce qu'en plus elle me permet de faire le lien avec le monde d'entreprise, c'est la généralisation des entretiens professionnels. C'est vraiment le troisième aspect qui pour nous était extrêmement structurant de l'accompagnement des actifs tout au long de la vie à leur capacité à se projeter, à construire des carrières professionnelles, c'est l'entretien professionnel qui est rendu obligatoire tous les 2 ans, avec un bilan renforcé tous les 6 ans, et qui doit permettre, dans le dialogue interne à l'entreprise, entre le salarié et son manager, au-delà de l'évaluation de son travail au quotidien, d'avoir ce temps privilégié de mise en perspective au regard de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences de l'entreprise, mais également évidemment de sa vision personnelle de son évolution professionnelle, un temps privilégié de réflexion sur ce qu'il peut envisager dans le cadre de l'entreprise et comment il peut du coup mieux mobiliser au regard de la stratégie de l'entreprise, par exemple son compte personnel de formation, s'il y a une politique d'abondement qui a été mise en œuvre. Ça, c'est le premier grand axe de la réforme, la sécurisation des parcours de l'ensemble des actifs. L'autre grand axe de la réforme que je voulais essayer de valoriser avec vous, c'est la dimension compétitivité et formation professionnelle qui cesse d'être une obligation de dépense pour devenir un investissement dans l'entreprise. Donc ça, on est vraiment au cœur de l'aspect de la réforme qui concerne le plus les entreprises et qui en fait se traduit par deux grandes dimensions, en tout cas les plus symptomatiques. D'une part, la création d'une collecte unique, globalement à 1%, qui est recentré sur l'ensemble des outils servant à l'accès à la certification, à la qualification. Je veux parler du CIF, du compte personnel et de la pro, et renforçant les solidarités grande entreprise, petite entreprise. Ça, c'est vraiment la nouvelle collecte unique qui pèse sur les entreprises. L'autre grande réforme dans cet univers-là, c'est évidemment la suppression du 09, qu'on appelait la collecte autour du financement du plan de formation d'entreprise. Alors, que veut dire cette suppression du 09 ? Parce qu'on entend parfois quelques incompréhensions autour de cette suppression. C'est certainement pas la suppression des obligations de l'employeur autour de l'obligation d'assurer la formation de ses salariés au poste de travail, leur employabilité sur le long terme. En revanche, parce que le 09 est supprimé, parce que du coup, il n'y a plus à rendre compte de la façon dont on assure cette formation au poste de travail ou l'employabilité de ces salariés dans le cadre contraint de ce qu'on appelait avant l'imputabilité de la formation. Ça veut dire que demain est complètement réouvert les conditions dans lesquelles on peut penser le développement des compétences au sein des entreprises. Et donc, vous n'êtes plus obligé de rentrer dans des cadres relativement contraint, mais qui était lié à une obligation de justification de la dépense qui hier justifiait l'imputabilité et donc la définition de l'action de formation. Et les DRH, les entreprises, peuvent complètement réinvestir l'ensemble des conditions de développement des compétences, d'apprentissage, qu'on qualifie en général d'informel. Donc au-delà de la dialectique formation apprenants, formateurs, vraiment repenser les organisations intelligentes de travail, la validation des acquis de l'expérience, comment ne pas le citer aujourd'hui ici, et vraiment travailler dans cet esprit-là
de réinterrogation de quand je fais de la dépense de formation ou quand je pense l'organisation de mon travail, du travail dans mon entreprise, comment je m'assure, j'assure l'ensemble de ces obligations légales qui sont les miennes. L'autre aspect, dernier aspect dans l'univers de l'entreprise que la réforme renforce, c'est tous les espaces de dialogue interne à l'entreprise autour de la question de la formation, avec comment dirais-je, pas encore tout à fait la généralisation, puisque les processus de GPEC sont des processus complexes qu'on n'impose pas encore. Je sais pas, il ne faut pas entendre mon encore comme quelque chose comme une cible, hein, mais qui est difficile à imposer, voilà, au TPE. Mais dans le cadre de la négociation de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences dans les entreprises est plus ouverte. L'obligation de négocier avec les instances représentatives du personnel les priorités du plan tous les 3 ans est créée. Et enfin, avec les entretiens professionnels que j'évoquais ici, on voit bien qu'on a plusieurs et régulièrement de nouveaux espaces de dialogue au sein de l'entreprise qui permettent de s'assurer que malgré, entre guillemets, la disparition du 09, l'objet dialogue et vision stratégique de l'usage de la formation au service de la stratégie de l'entreprise est garanti au sein de l'entreprise. Je sens que je suis déjà beaucoup trop longue. Un mot sur la réforme et la région et après la gouvernance pour conclure. Voilà, exactement. Merci beaucoup. Évidemment, et en présence de M. Rousset, je ne pouvais pas ne pas faire du coup une synthèse autour de qu'est-ce que change cette réforme au regard de la vision que nous pouvions avoir sur les territoires et au regard du coup de la gouvernance. Et là, je vais juste essayer d'évoquer la façon dont nous avons voulu penser les choses. Il faut savoir que la réforme du 5 mars, elle a été pensée en 2 temps. D'abord, à travers la réflexion que le gouvernement a eue autour de l'acte 3 de la décentralisation et de l'ensemble des aspects d'achèvement de la décentralisation de la formation professionnelle. Nous souhaitions absolument finir cette décentralisation. Ça faisait 30 ans qu'à 5 reprises déjà, le législateur avait souhaité finir de décentraliser la formation professionnelle. Il était temps d'achever l'ouvrage. Il ne croyait pas qu'elle est achevée. Hein. Je ne voudrais pas vous couper le... C'était pour ouvrir le dialogue. Il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins que nous avons souhaité, donc il y a un certain nombre d'outils nationaux autour de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi qui ont été confiés aux régions, mais je voulais aller au-delà de ça, dire comment a pu émerger l'idée de la gouvernance quadripartite sur laquelle je voulais terminer. Avec l'achèvement de la décentralisation de la formation professionnelle, avec le souhait que nous avions de rendre les régions les chefs d'orchestre du service public régional de l'orientation, mais avec aussi le souci du gouvernement de maintenir une politique nationale de l'emploi. Et nous étions totalement convaincus du fait qu'il y avait absolument besoin de faire converger ces politiques publiques qui sont totalement interdépendantes au sein d'une gouvernance quadripartite État, région, partenaires sociaux qui rassemble l'ensemble des acteurs concernés par l'ensemble de ces politiques publiques pour assurer une meilleure coordination et une meilleure concertation de l'ensemble des responsables de ces politiques en amont des décisions qui relèvent de leur champ propre de responsabilité. Et c'est comme ça qu'a émergé l'idée de la gouvernance quadripartite que je représente ici, mais de façon bien plus prestigieuse que Jean-Marie Marx représente, puisque c'est lui le président du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, et qui en région se décline avec les conseils régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle, mais que je pense, sujet que vous aurez l'occasion de réaborder sur le reste de la table ronde. Donc, je vous propose de m'en arrêter là. Merci beaucoup pour cette présentation qui cadre bien les choses par rapport à la réforme et puis à ses effets. Vous l'avez dit notamment au niveau du CPF, les effets commenceront au 1er janvier 2015, mais la réforme c'est quelque chose sur le long terme. On va voir comment, tout à l'heure je l'ai annoncé, on a mis en place déjà en Aquitaine des process qui permettent de travailler tous ensemble, c'est ce jeu des acteurs
qui collaborent sur un même sujet, le sujet de l'emploi, qui passe par l'orientation, qui passe par la formation. Je vous présente les différents intervenants de la table ronde. Pour vous qui êtes dans la salle de droite à gauche, il a été cité déjà Jean-Marie Marx, qui est le président du CNEFOP, qui est également directeur général de l'APEC. Bienvenue. À côté de Jean-Marie Marx, monsieur Olivier Dugrip, qui est le recteur de l'Académie de Bordeaux. À ses côtés, nous avons monsieur, pardon, je cherche l'ordre, voilà, monsieur Michel Delpech, je cherchais l'ordre des invités, qui est préfet de la région Aquitaine, monsieur Alain Rousset, président de la région Aquitaine, député de la Gironde, et à ses côtés, Yannick Dufaux, qui est président d'Aquitaine Cap-Métiers, également chef d'entreprise, il faut le dire, donc double casquette également, qui montre votre implication. Et on sait qu'il est difficile, quand on gère une entreprise, de s'impliquer dans des structures qui sont également très chronophages. Donc, c'est quelque chose que nous saluons particulièrement. Est-ce que, Monsieur le Président Rousset, vous vouliez revenir sur un mot, la région, la réforme, etc., ou on passe aux exemples directement? De toute manière, tout le monde sait ici que je suis un éternel insatisfait sur le plan de la décentralisation. On peut le formuler comme ça. Il y a toujours une marge de progrès. Mais, je veux dire, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que on le voit ici à Cap-Métiers, je le disais ce matin, moi je suis pour des mises en place à la fois fédératives et collaboratives. Donc, à l'évidence, Cap-Métiers est en soi quelque chose de fédératif. Mais en même temps, il y a un patron. C'est collaboratif, parce qu'on ne peut pas, bien entendu, travailler sans tous les services de l'éducation nationale. Et la région, pour le service public de l'orientation, ne peut pas se passer non seulement des services du recteur, mais je pense aussi, si le recteur en est d'accord, des profs. Nous n'arriverons pas à avoir une orientation systémique de nos jeunes si on ne met pas dans la tête des enseignants qu'ils doivent être tous, sans exception, des hommes et des femmes qui conseillent, qui orientent. Donc ça suppose qu'ils apprennent ce qu'est la société autour d'eux. Ça c'est... Voilà. Alors, on va commencer, si vous voulez, justement par un exemple. On va commencer... Non, mais je dirais peut-être des choses un peu plus cool à la veille des élections, on ne sait jamais, quoi. On a encore un petit peu de temps. Le corps enseignant ne votant plus massivement à gauche, je peux me permettre... d'essayer de convaincre ceux qui votent plus. Voilà. Et puis je suis une branche particulière qui n'est pas rebelle, la branche girondine. Ça commence bien. Donc, par rapport à ce que vous venez de dire, effectivement, on va voir une première illustration qui est une action qui s'est faite particulièrement avec l'éducation nationale. Et Monsieur Dugrip nous a proposé d'écouter le témoignage d'Éric Mortelette et de Stéphane Ravache, si vous voulez bien venir à mes côtés. Éric Mortelette, vous êtes chef des services académiques d'information et d'orientation. Vous êtes également délégué général de l'ONICEP. Et Stéphane Ravache, vous êtes proviseur adjoint du collège Manon Cormier à Bassins. Donc, nous avons l'exemple que je vais vous montrer à l'écran. Voilà, qui est une illustration que je vais pu monter dans le cadre d'un dispositif école-entreprise. Si vous voulez bien, en appuyant sur le micro pour pouvoir le faire fonctionner, pas sur la souris mais sur le micro, voilà. Vous avez la parole, Monsieur Mortelette. Bonsoir à tous et merci Président d'avoir facilité la nature de notre intervention maintenant, qui consiste à vous illustrer l'aspect vivant et concret de la relation école-entreprise. Pour commencer et très rapidement, pour vous fixer le cadre, je me bornerai à fixer ces quelques mots qui sont en exergue du projet académique Objectif 2015. L'Académie de Bordeaux se fixe pour objectif d'élever le niveau de qualification des jeunes aquitains en accueillant, formant et accompagnant chaque élève pour une insertion sociale et professionnelle réussie et participer au développement économique, social et culturel de l'Aquitaine. Très rapidement, nous avons été convaincus que seuls nous pouvions atteindre cet objectif et qu'il nous fallait nous entourer de partenaires. Ils sont venus nombreux, je ne les citerai pas tous, ils sont 24 actuellement à travailler, je vais dire, en continu avec nous. Ces 24 partenariats sont
se concrétise, il se matérialise par des conventions portant sur des actions diverses et variées. Nous avons à ce jour conventionné 20 contrats de partenariat. Et puis, les actions que nous avons tenu à développer, elles sont elles-mêmes très nombreuses, et je ne les détaillerai pas. Mais par contre, et toujours peut-être en abîme des propos du président Rousset, dire qu'elles ont deux cibles, les cadres éducatifs d'une part, les enseignants, les conseillers d'orientation psychologues, les documentalistes de nos établissements, et aussi les élèves. Nous avons tenu également à développer en académie et à soutenir un certain nombre de concours. Alors vous savez, ça marche bien, les aspects ludiques, les élèves s'inscrivent très facilement dans ces démarches. Un certain nombre de concours portés par nos partenaires. Vous en avez là également rapidement une illustration, dont un... Qui devrait arriver sur l'écran bientôt. Simplement, on a un tout petit problème de transmission, mais on a des illustrations à vous montrer, des concours, des jeux concours qui ont été organisés pour les élèves. Alors, c'est décidément une course à handicap, qui est la mienne. Et oui. Donc vous ne les voyez pas, mais ils sont nombreux, c'est visuel, il y a de la couleur, c'est très très beau. Citez quelques exemples, si vous voulez, monsieur Mortelet. Alors j'ai cité comme exemple ce concours qui est porté par cette maison, Regard sur les métiers, par Aquitaine 4 Métiers, qui est une des illustrations des nombreux partenariats que nous entretenons avec Aquitaine 4 Métiers. Alors ça vient ? Ah, vous voyez que c'est joli, c'est pour ceux qui peuvent voir maintenant. Voilà. Il y a une distribution de lunettes à l'entrée de l'amphithéâtre et de jumelles. Ça devrait apparaître, ça va apparaître, c'est simplement... Non, alors, je vais poursuivre, donc sans que vous n'ayez pas l'image, donc vous avez le son, et donc je vais continuer à assurer le son. Vous dire que nous sommes constitués donc en comité de pilotage et que les objectifs que nous poursuivons sont bien de mettre à disposition des équipes des EPLE, des établissements d'enseignement, les ressources éducatives, pédagogiques qui leur permettent de faire vivre cette relation école-entreprise. Nous avons édité, grâce au concours de la délégation régionale de l'ONICEP, 24 fiches sur chacun des partenaires qui nous ont rejoints et qui fait l'inventaire de l'ensemble des actions qui sont proposées. De même que nous avons développé des fiches actions pour chacun des concours afin de faciliter le travail des équipes d'enseignants, de conseillers d'orientation psychologues. À ce jour, au bout d'un an d'exercice, 500 téléchargements de ces fiches. Nous en sommes très heureux. Et puis, j'arrêterai là ma démonstration rapide, puisque tout cela n'aurait de sens si ce que nous faisions n'était au service des élèves. Et je vais donc passer la parole à Stéphane Ravache. Stéphane Ravache, comment on s'empare de ces outils quand on est, comme vous, proviseur d'un collège? Comment on le fait partager aux élèves et quelle est la réaction des élèves ensuite? Alors, bonjour à tous. Tout d'abord, on s'en empare en transmettant toutes ces informations. C'est le premier élément, parce que bien souvent, il y a des informations, mais on ne mobilise pas les informations et les partenaires qui sont présents. Or, dans le comité de pilotage académique relations école-entreprise, on est en contact direct avec les partenaires pour construire des projets communs. Alors, sur le collège de Bassins, un collège comme un autre, j'ai envie de dire en Gironde, on a choisi de travailler avec le club des entreprises. Pourquoi? Parce que c'est une proximité. On a, à la sortie du collège, une quarantaine d'entreprises qui sont organisées en club des entreprises. Et je dois à ce titre excuser la présidente du club des entreprises, Madame Rocrosio, qui devait assister à cette réunion. Le but, c'est quoi? Quand on a 11 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, quelle idée on se fait d'un métier? Quelle idée on se fait de travailler tout simplement dans une entreprise? Donc, pour lever ce problème, la première chose, c'est d'accueillir des entreprises dans le collège. Et donc, on organise régulièrement des forums dans lesquels un certain nombre de chefs d'entreprise viennent présenter leur métier ou l'ensemble des métiers qui existent à l'intérieur de leur entreprise. C'est aussi l'accueil des élèves dans les entreprises pour voir comment ça fonctionne, les processus de production. C'est également le fait de participer à des forums des entreprises. Les clubs des entreprises se réunissent régulièrement sous la forme de forums. Et on peut, par exemple, il y a 15 jours de ça, 200 élèves du collège, par exemple, ont pu assister à cette réunion entre entrepreneurs, assister à des speed meetings. Donc ils étaient assis à une table à côté d'entrepreneurs qui avaient 1 minute pour se présenter et eux-mêmes étaient là pour voir comment ça fonctionne, qu'est-ce que c'est que de présenter son entreprise. Et le plus surprenant dans tout ça, c'est que certains élèves ont pris contact avant avec les entreprises pour pouvoir les rencontrer le jour de ce forum. C'est aussi la mise en place de banques de stage pour les élèves de 3e.
c'est déjà être capable de formuler une demande par courrier, c'est être capable de se présenter, faire un CV simplifié. Pour des élèves de 12-13 ans, c'est pas simple. C'est aussi donner à ces élèves l'envie d'entreprendre. Et ça, je crois que c'est quelque chose de très important quand on a 12-13 ans, 14 ans, qu'on est aussi dans un milieu populaire comme l'est la ville de Bassins. Avoir l'envie d'entreprendre, c'est quelque chose qui se transmet par les entrepreneurs aussi. Entreprendre des études, peut-être de manière plus large, mais aussi entreprendre pour ça, pour plus tard. Et lorsqu'on reçoit justement ces chefs d'entreprise à l'intérieur des établissements scolaires, c'est ce qu'ils transmettent aussi. Certains n'ont pas de diplôme, mais ont réussi à monter leur entreprise, voire plusieurs entreprises. D'autres sont bardés de diplômes, ils ont aussi bien évidemment réussi dans ce champ-là. Qu'est-ce que cela apporte aux élèves? Eh bien évidemment, une meilleure connaissance des métiers et des formations, et une connaissance qui se base sur l'humain, sur le relationnel. Et à un moment ou à un autre, on a besoin de ce passage-là, de rencontrer les personnes pour voir concrètement comment ça se passe. Pour les enseignants, alors les enseignants, c'est le grand changement, j'ai envie de dire. Et on le voit, nous, concrètement, en tant que chef d'établissement, ça leur permet de mieux connaître les métiers, de mieux connaître les formations, et donc d'être à même d'assurer une meilleure orientation de leurs élèves. Et croyez-moi, pour les fréquenter tous les jours, le regard des enseignants sur le monde de l'entreprise a fondamentalement changé. On n'est plus dans l'archétype de l'enseignant anticapitaliste qui voyait mal l'arrivée de l'entreprise à l'intérieur. Je crois qu'aujourd'hui, c'est un changement qu'on peut constater. Les enseignants sont de plus en plus prêts à accueillir les entreprises parce que ça leur sert et les allers-retours se créent entre les uns et les autres. Merci beaucoup. Monsieur Mortelette, un dernier mot? Je profite d'avoir l'image à nouveau. Ah oui. Présenter. Ah, voilà. Voilà, pour vous dire que depuis 3 ans maintenant, nous nous réunissons tous à la Maison de l'Industrie, à Bruges, dans une journée de valorisation des partenariats école-entreprise, et que cette année, sous la présidence du recteur de l'Académie, cette journée se tiendra le mercredi 19 novembre et que vous êtes tous invités. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle illustration. Monsieur le recteur, Stéphane Ravache vient de dire pour les enseignants c'est le grand changement. C'était un grand changement nécessaire. Appuyez s'il vous plaît sur le bouton pour qu'il passe au vert. Voilà, merci. Et effectivement, c'est un grand changement, mais il a déjà eu lieu depuis déjà longtemps. Cela fait longtemps que nos établissements sont ouverts aux entreprises, que les entreprises viennent elles-mêmes dans les établissements de l'éducation nationale, et je voudrais les en remercier. Il y a dans la salle beaucoup de représentants des organisations patronales, des branches professionnelles qui travaillent avec nous au quotidien et qui pourraient témoigner tout aussi bien que moi-même de cette réalité. L'éducation nationale, elle a 2 objectifs. Le premier, c'est bien évidemment de donner à nos élèves des connaissances, des compétences, une culture dans les différents champs disciplinaires. Culture littéraire, culture mathématique et scientifique, culture de langue vivante étrangère, aujourd'hui culture informatique, de telle manière qu'ils maîtrisent toutes les connaissances, les compétences qui leur seront nécessaires à l'âge adulte. Mais il y a également, au-delà de l'acquisition de ce capital, une finalité plus pratique. C'est que tout ceci soit utile à nos élèves pour construire leur parcours professionnel, pour favoriser leur insertion professionnelle et bien évidemment pour mettre en œuvre dans leur vie. Et pour cela, nous avons considérablement élargi notre spectre. Il fut un temps où la préoccupation de l'éducation nationale, c'était de donner aux élèves la connaissance des métiers, de telle manière qu'ils puissent choisir leur orientation et leur avenir. Aujourd'hui, notre ambition, elle est beaucoup plus importante. Il s'agit non seulement de leur permettre de mieux connaître les métiers pour construire leur propre parcours, mais il s'agit aussi de comprendre le monde professionnel, afin de savoir quelle est la place de l'entreprise dans la société, comment elle fonctionne, quelles sont les contraintes qui pèsent sur elle, à quoi elle sert dans le système général de production des richesses, et pour cela,
afin de permettre aux élèves de déterminer ce qu'ils seront. Car il y a de nombreuses formes d'entreprise et nos élèves seront pour les uns professions libérales, artisans, salariés. Un certain nombre d'entre eux seront eux-mêmes des chefs d'entreprise et nous espérons qu'ils seront des chefs d'entreprise innovantes, qu'ils contribueront au progrès économique et social. C'est ça aujourd'hui la vocation de l'éducation nationale. Et nous nous sommes donné les outils de le mettre en place à tous les niveaux de notre système d'enseignement. La loi de refondation de l'école prévoit la mise en place de ce que nous appelons aujourd'hui dans les sigles dans l'éducation nationale effrayante, le PIONMED, le parcours individuel d'information et d'orientation au monde professionnel. Et cette formule montre bien quelle est cette ambition. C'est pas au métier, c'est au monde professionnel. Donc, quelle est la réalité de l'économie, comment les entreprises s'y insèrent, quelle est leur place, qu'est-ce qu'elles font, c'est ça l'objectif. Et ensuite, je termine. Oui, non, je vous en prie. Nous avons aussi l'ambition d'assurer l'insertion professionnelle de nos élèves, ce qui est nouveau pour nous, et nous mesurons en particulier dans l'enseignement supérieur quel est le taux d'insertion professionnelle de nos étudiants, de nos élèves, 2 mois après leur diplomation, 3 mois, 6 mois, etc., pour voir la capacité à s'insérer sur le marché de l'emploi et à travailler bien évidemment dans les entreprises. Et donc pour vous, l'intérêt des synergies comme celles que nous présentons ici en région Aquitaine avec les services de l'État en région, avec le conseil régional, c'est quelque chose d'essentiel pour la réussite de ce projet? C'est tout à fait essentiel, ça fonctionne bien, et je redis ma satisfaction. Je crois que ce qui se passe ici est tout à fait exemplaire, à la fois grâce à l'investissement du Conseil régional, par l'intérêt que porte son président à ces sujets, par l'investissement, et je tiens à nouveau à les en remercier, des entreprises, des branches, des organisations professionnelles, qui sont pour nous de véritables partenaires dans un dispositif qui est co-construit. Merci, messieurs. Nous allons passer à un autre exemple, si vous voulez bien, parce que vous l'avez un petit peu évoqué. Quand vous avez évoqué la rencontre entre les professionnels, les entreprises et les jeunes des collèges ou des lycées, vous avez également évoqué le fait de se confronter à l'image d'un métier, de voir les choses, de voir les actions. Et je vais me tourner. Vous pouvez rester avec nous, Monsieur Le Camus, il n'y a pas de problème. Tout à l'heure. Mais restez avec nous, vous êtes très bien ici. Non, restez là, restez avec nous. Yannick Dufaux, vous êtes président d'Aquitaine Cap Métiers. Et j'aimerais que vous nous parliez, vous, d'une collaboration avec les entreprises que vous réalisez depuis de nombreuses années à Aquitaine Cap Métiers, qui consiste dans le montage d'expositions. On a vu dans ces visites, notamment l'exposition sur les technologies, sur l'industrie, il y a des focus aussi qui sont faits, des zooms, etc. Là aussi, comment ça fonctionne pour vous? Comment ça se met en place? Je reprends mon mot synergie, mais comment vous arrivez à créer cette émulation entre tous les acteurs pour parvenir à la réussite? Ce que je soulignerai d'abord, c'est que l'ensemble des acteurs soient bien conscients de l'aberration dans laquelle parfois nous sommes, c'est-à-dire avoir à gauche un grand nombre de gens qui n'ont pas d'emploi et à droite des entreprises qui ne trouvent pas les gens à mettre en face des commandes. Ça, c'est quand même l'aberration du monde dans lequel nous vivons. C'est votre expérience à vous, d'ailleurs. Oh, c'est pas mon expérience à moi, c'est mon expérience à moi personnelle. Oui. Entre autres, oui. Oui, je reste toujours dans le monde aéronautique. On est en perpétuelle recherche de compétences et de métiers et de gens qui sont attirés par les métiers traditionnels qui, pendant des années, n'ont pas connu la valorisation qu'ils méritaient. Et on court tous les jours après cet exercice. C'est la vie quotidienne. Pour répondre à votre première question, qu'est-ce que l'on fait? Je crois que la force d'Aquitaine Cap Métiers, c'est de pouvoir mettre autour de la table l'ensemble des gens qui, dans un domaine particulier, ont envie de revaloriser les métiers. Voilà, je pense, il me vient à l'esprit ce qu'on a fait dans les métiers du bâtiment, hein, par exemple, où vous pourrez voir tout à l'heure la dernière exposition qui s'appelle Process industriel, où on a voulu parler au sens large de l'industrie, en étant fier du mot industrie, en n'en ayant pas peur,
en parlant de l'ensemble des compétences qui constituent les forces d'une entreprise, du process de design, de recherche et développement, jusqu'à la fin de vie d'un produit avec la maintenance ou le maintien en condition opérationnelle. Et l'idée de base, c'est de pouvoir illustrer, de pouvoir toucher, de pouvoir visualiser, et que l'ensemble derrière des élèves, des collèges, des lycées, des publics divers et variés qui viennent voir, puissent se rendre compte qu'il y a derrière des termes, des mots, etc., des perspectives, des emplois, de la vie, de la relation humaine, et un bout de rêve. Ce matin, je m'exprimais sur le fait que c'est un verbe qu'on n'utilise plus. On ne fait plus rêver, et en particulier les jeunes. Et on essaye au travers de nos expos, de nos valorisations des métiers, voilà, tout à l'heure, si vous le voulez, durant la visite, vous pourrez aller visualiser comment assembler une clé USB, comment la télécharger, comment récupérer quelque chose. C'est très concret, et je pense que c'est le concret, le pragmatisme touché, et bien souvent utiliser des gens qui vont parler avec passion de leur métier. C'est ça qui permet de reconnecter les gens. Et ce matin, tout à l'heure, le président Rousset évoquait ce matin la conférence de presse qui a permis de présenter effectivement Aquitaine Cap Métier. Vous avez dit une phrase, Monsieur Dufaux, que moi j'ai notée, qui m'a semblé extrêmement intéressante. Vous avez dit, pour mieux aider à l'orientation, il faut susciter des vocations. C'est ça, faire rêver? J'espère que j'ai pas dit qu'une phrase intéressante. Non, non, c'est pas ce que j'ai voulu dire. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oui, susciter des vocations, parce que il faut les métiers, d'abord il faut bien comprendre que dans une vie professionnelle, on fera pas un métier, c'est fini. On en fera des. On changera de domaine, on changera de métier. On aura des compléments et tout l'objet. Tout l'objet de ce que l'on essaye de faire, c'est de considérer que la formation continue permanente tout au long de la vie, c'est ce qui crée la richesse de la personne, de l'entreprise et de la compétitivité des entreprises, donc de la compétitivité de la nation. Donc, susciter les vocations, faut donner envie. Faut donner envie. Faut donner envie. Et je crois que donner envie, on peut redonner envie à tout le monde, à tout moment, mais en étant démonstratif. Et c'est en signant des partenariats avec les entreprises, avec des organisations professionnelles que vous le faites. Le vrai challenge, c'est aussi de trouver des vocations à susciter dans tous les secteurs professionnels. C'est possible ? Pour moi, oui, c'est possible. Pour moi, oui, bien sûr que c'est possible. C'est surtout possible dans beaucoup de domaines, dans beaucoup de métiers, et aussi dans beaucoup de territoires. On oublie aussi de considérer que les emplois, c'est pas forcément qu'une grande métropole. Hein, c'est pas un triangle Bordeaux, Pau, Bayonne. C'est aussi des zones beaucoup plus isolées où il y a des TPE, des chefs d'entreprise en mal de situation et auxquels il faut répondre en donnant envie aux gens de pouvoir migrer. Oui, je peux être mécanicien auto, mais si je veux demain matin devenir chaudronnier aéronautique, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il y a des institutions, des centres de formation, c'est tout à fait possible. Et il faut le dire, faut porter le message. Et alors, si vous n'avez pas encore fait la visite, pour ceux qui viennent juste d'arriver des salles d'exposition, elles vont rester ouvertes, bien sûr. Vous pourrez voir effectivement le côté concret de ces expositions, le côté concret des métiers dont vous parliez, Monsieur Dufaux. Vous pourrez même voir, on comprend l'intérêt que ça peut avoir pour les jeunes aussi. Je parle de cette chaise de simulation de grutier où on peut, avec des manettes, être vraiment comme un pilotage d'avion. Mais là, c'est une grue. Ça donne vraiment envie. C'est assez ludique. Et on parlera tout à l'heure aussi d'un serious game qui a été mis en place, mais c'est cet aspect-là attractif qui montre qu'on peut donner de l'intérêt pour les métiers aux jeunes en choisissant le bon outil au bon moment pour le bon secteur. En tout cas, merci pour cet exemple. On va regarder un autre. Monsieur Le Camus, ça va être à vous maintenant. Monsieur le préfet de région, Monsieur Delpech, nous a demandé via la directe de mettre en avant la plateforme Aéro. Alors, avant de dialoguer avec vous, Monsieur le préfet, est-ce que vous voulez, Monsieur Le Camus, nous parler un petit peu de cette plateforme? De quoi s'agit-il? Comment elle s'est mise en place? Je précise que vous représentez l'UIMM. Voilà, peut-être situer un peu le contexte. Effectivement, donc je représente l'UIMM, qui est une organisation professionnelle et qui représente en Aquitaine 2400 entreprises et 52 000 salariés dans le domaine de la métallurgie, du travail des métaux, des industries mécaniques et puis des industries de biens d'équipement, aéronautiques, ferroviaires, navales,
industrie, équipement énergétique, maintenance industrielle, etc. Bref, un secteur d'industrie technologique, un univers technologique. Les besoins des entreprises dans ce secteur-là, il y a des besoins de recrutement qui sont importants. D'abord parce que c'est un univers technologique où les métiers évoluent assez rapidement, donc il y a des évolutions de qualification importantes. Et puis il y a une pyramide des âges qui est assez défavorable, si je puis dire, ou favorable, ça dépend sur quel plan on se place, avec pas mal de départs à la retraite de compagnons et d'opérateurs dans les années qui viennent. Donc on a des besoins de recrutement importants sur des niveaux de qualification qui sont de plus en plus élevés. Parce que la technologie avançant, les emplois proposés exigent des niveaux de qualification élevés. Et puis dans un contexte où il y a effectivement une image des métiers qui ne permet pas d'avoir des vocations et des flux de formation initiale et de formés suffisantes pour satisfaire le besoin des entreprises. Donc ça c'est le contexte. Alors après, l'entreprise comme maillon de la chaîne orientation emploi-formation, oui, moi je dirais plutôt c'est plutôt la sortie de la chaîne qu'un maillon de la chaîne. Si j'osais ce langage, je dirais que c'est plutôt le client de la chaîne, l'entreprise, et que l'objectif de la chaîne, ça doit être aussi de permettre aux jeunes qui sont ou aux salariés tout au long de leur vie de s'insérer dans le monde professionnel, donc de répondre à un besoin d'entreprise. C'est une logique, là aussi, si j'utilise des termes économiques, je dirais que ce qui marche en matière d'orientation emploi-formation sont les logiques de flux tirés par les besoins de l'entreprise. Alors, une fois qu'on a dit ça, le rôle essentiel des organisations professionnelles comme les nôtres, c'est d'être capable justement d'exprimer le besoin des entreprises, à la fois de façon macroéconomique, moyen terme, prospective, pour donner de la visibilité aux acteurs, mais aussi de manière tout à fait concrète, quotidienne, sur des besoins à satisfaire du jour au lendemain. Voilà. Il faut aussi savoir faire du concret et du factuel pour pouvoir satisfaire le besoin des entreprises. C'est aussi un des éléments. Alors l'illustration, il y a effectivement en place des dispositifs partenariaux. Il y a sur le moyen terme, ça s'appelle les contrats d'objectifs territoriaux, où on fait de la prospective à 3-5 ans en disant voilà comment vont évoluer les métiers dans notre secteur, voilà quelles conséquences on doit en tirer, parce que si on fait de la prospective, on n'en est pas moins sur des dispositifs techniques. Hein. La carte scolaire, quelles conséquences il faut en tirer, la carte d'apprentissage, quelles conséquences il faut en tirer, les dispositifs formation demandeurs d'emploi et la formation continue des salariés, comment est-ce qu'on adapte ça aux besoins prospectifs moyen terme des entreprises. Et d'ailleurs, nous signerons le contrat d'objectif de la propreté tout à l'heure à 18h. Voilà, et puis il y a aussi le quotidien dont je parlais tout à l'heure. Donc on a mis en place, nous, depuis 18 mois à peu près dans la métallurgie, ce qu'on appelle la cellule opérationnelle des besoins de recrutement. Alors là, on est les deux mains dans le cambouis, c'est-à-dire qu'on se réunit tous les mois et demi avec les services du Conseil régional, de l'État, de Pôle emploi, de l'OPCA de la branche et de la fédération, et puis on dit, ben voilà, quels sont les besoins, telle entreprise sur tel bassin d'emploi, elle a besoin de recruter 30 personnes, qui peut faire quoi, qui a un dispositif qui est adapté, qui est capable de répondre aux besoins, et on y va et on répond. Voilà, donc on est vraiment dans le besoin concret. On gère après des dispositifs ad hoc qui sont capables de répondre à ces besoins. Alors j'en viens à la plateforme, puisque la plateforme Aéro, en l'occurrence, voilà, on a des dispositifs qui couvrent l'ensemble du champ de la branche. Et on a un secteur aéronautique en Aquitaine qui est dynamique, qui a des besoins de recrutement importants de façon globale, avec une difficulté à mettre, comme le disait Yannick Dufaux tout à l'heure, des opérateurs derrière les machines pour satisfaire les besoins des clients. Donc on a un besoin spécifique là-dessus. En faisant ce diagnostic, on a réussi à mobiliser dans le cadre d'un dispositif nouveau qui s'appelle les plateformes de mutation économique, donc avec les services de la Directe et de la préfecture de région ici, des fonds du ministère dédiés à ce besoin sur des axes particuliers, donc vraiment l'appui aux entreprises aéronautiques qui sont en développement, qui ont des besoins de recrutement, pour former les nouveaux recrutés. Voilà, donc leur apporter concrètement de l'aide pour former les nouveaux recrutés, pour les aider à faire de la gestion prévisionnelle des compétences, quels sont les besoins d'évolution de leurs compétences pour faire face à la montée en charge de leur commande. Formation sur les métiers en tension, on cherche à recruter sur tel ou tel métier, on n'arrive pas à trouver des opérateurs qualifiés qui correspondent, on fait de la formation sur les métiers en tension. Voilà, donc concrètement, on a 36 entreprises en Aquitaine, 770 parcours de formation, dont près de 150 nouveaux embauchés qui ont été formés par ce dispositif, qui est né vraiment d'une coopération terrain entre les différents acteurs qui sont présents aujourd'hui autour de la table. Et votre rôle à vous, en tant que fédération, c'est aussi de mobiliser l'entreprise pour qu'elle comprenne que c'est important de s'impliquer en amont pour recruter demain de manière correcte. Ah ben, les entreprises comprennent ça. Les entreprises, quand elles ont personne à mettre derrière
personnes à mettre derrière les machines, elles comprennent ça. Après, c'est ce que je voulais exprimer aussi dans le cas de maillons ou sortie de la chaîne. Les entreprises, c'est pas leur rôle d'aller travailler sur l'orientation scolaire. Elles ont c'est le rôle là vraiment des branches professionnelles. Alors c'est vrai que les approches sectorielles dans ce cadre-là sont importantes. Il y a une réforme importante qui est en cours où on a interprofessionnalisé les dispositifs de concertation. Ce qu'il faut, c'est être vraiment en capacité à exprimer le besoin concret des entreprises. Et il faut veiller, à mon avis, dans le cadre de la réforme, à ce que cette interprofessionnalisation du schéma ne coupe pas du besoin concret des entreprises, secteur par secteur, parce que les besoins dans l'industrie sont assez différents des besoins dans l'agriculture, dans le commerce de proximité, dans l'artisanat. Donc il faut avoir cette capacité vraiment à exprimer de façon précise et fidèle le besoin concret des entreprises si on veut des dispositifs efficaces demain. Merci beaucoup en tout cas pour cette illustration. Vous restez encore un petit peu avec nous si vous le voulez bien. Monsieur le Préfet, par rapport à ce que vient de dire Alexandre Le Camus sur l'exemple de la plateforme Aéro, ce sont des choses qui sont, je suppose, reproductibles à tous les secteurs pour que les services de l'État se préoccupent de l'orientation et de l'emploi dans les régions? De manière générale, ce qui me paraît absolument important dans ces politiques, pour prendre le terme de Monsieur le Recteur, c'est la co-construction. Il faut vraiment saisir toutes les occasions qui permettent à tous les acteurs de travailler ensemble. De ce point de vue, Madame Beauvois l'a évoqué, il me semble que la loi du 5 mars apporte des éléments intéressants. D'une part, une clarification. L'État reste maître de la politique de l'emploi, l'emploi étant la première des préoccupations de nos concitoyens. La première interpellation d'un gouvernement, quel qu'il soit. Il est inconcevable que l'État puisse se décharger de la politique de l'emploi. J'ajoute que les masses en jeu sont considérables. En Aquitaine, ce qu'on appelle les politiques de l'emploi dans la loi de finances, ça représente chaque année plus de 1,2 milliard d'euros. Des choses qu'on ne voit pas, les allègements de charges, des choses auxquelles on ne pense pas, à savoir qui les finance. Je parle par exemple des politiques de l'emploi en faveur des jeunes ou des chômeurs de longue durée, les contrats aidés. C'est des sommes considérables. À côté de ça, nous avons des outils financiers pour des réalisations telles que la plateforme qui vient d'être présentée. Et pour revenir à la loi du 5 mars 2014, moi je mets beaucoup d'espoir dans le rôle du nouveau comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Nous l'installerons ensemble avec le président du conseil régional, avec les partenaires sociaux, c'est-à-dire à la fois les employeurs et les représentants des salariés, puisque c'est la gouvernance quadripartite. Nous l'installerons ensemble le 12 décembre, et je crois que ce travail en commun, cette mise en commun des compétences, à partir de diagnostics partagés, d'une connaissance partagée des territoires, des besoins des entreprises, est de nature à faire converger les efforts des uns et des autres. En tout cas, il me semble que c'est ce qu'a voulu le gouvernement, le législateur, et on le mettra en œuvre ici de manière très résolue en Aquitaine. J'ajoute que nous avons un exemple récent qui est plutôt encourageant. Tout à l'heure, l'un d'entre vous faisait le constat, c'était vous, Monsieur le Président Dufaux, de ce drame d'entreprises qui ont du mal à trouver des collaborateurs, à recruter. J'ai animé il y a encore quelques jours une réunion avec des chefs d'entreprise à Mérignac, l'un d'entre eux le disait, alors que par ailleurs on a un volume de demandeurs d'emploi qui a quasiment explosé ces dernières années. 173 000 demandeurs d'emploi de catégorie A en Aquitaine aujourd'hui, c'était un peu moins de 100 000 à l'été 2008. L'effet de la crise est terrible. C'est pourquoi le gouvernement et les partenaires sociaux, début 2013, ont lancé, à la demande du président de la République, le plan des 30 000 plus 100 000 formations. 30 000 dès 2013, 100 000 au terme de 2014. L'idée étant de repérer, région par région, les métiers, les entreprises, les filières, où les emplois ne sont pas pourvus, et d'essayer de former dans cette direction des demandeurs d'emploi. Donc on avait un objectif 30 000 au niveau national en 2013, 100 000 en 2014. L'action, quand on l'a lancée en région, on s'est appuyé sur une instance qui existait déjà et qui préfigurait en fait le CREFOP, qui était, on l'appelait la COPIR. Il y avait à la fois la région, l'État et les partenaires sociaux.
Le travail de repérage, nous l'avons mené bien sûr avec les branches professionnelles. Pôle emploi s'est beaucoup investi. Et moi, je vois un résultat qui est plutôt satisfaisant. L'an passé, nous devions atteindre 1500 demandeurs d'emploi formés. On en a formé beaucoup plus, 1900. Et cette année, on a déjà dépassé l'objectif de l'année. Mais surtout, les résultats en termes de qualité sont bons également, puisque pour ce qui concerne le retour à l'emploi, près des 2 tiers des bénéficiaires des formations retrouvaient un emploi, et de surcroît, parce que c'était une des questions, dans les métiers pour lesquels on les a formés, pour les 3/4 d'entre eux. Donc je trouve que la démarche a plutôt bien marché, qu'il faudra sans aucun doute la reproduire en la ciblant. Comment on y est arrivé? En mobilisant les ressources, et là aussi on est complètement en phase avec les orientations gouvernementales et les besoins. C'est-à-dire à la fois l'État, via Pôle emploi, a mis 5 millions d'euros, il y a eu l'argent des partenaires sociaux, c'est-à-dire les fonds de la formation professionnelle, dont vous rappeliez qu'ils vont plutôt aux gens déjà formés qui ont un emploi et pas assez à ceux qui en cherchent. C'est 5,8 millions d'euros qui ont été apportés. La région a apporté sa contribution d'1 million d'euros et la GFIP 400 000 euros. Voilà comment on a financé ce plan. Et je pense que ce type d'actions, si elles sont bien conçues, en amont, évidemment avec les entreprises, évidemment avec les professionnels, sont capables de nous faire franchir collectivement des progrès. Encore une fois, le besoin est considérable. Moi, je suis quand même très frappé par l'augmentation forte de la demande d'emploi et de la demande d'emploi de longue durée. Et on voit bien que vers ces publics, en direction de ces publics, si on n'a pas la capacité de tendre la main et d'y aller vite, il arrivera un moment où le basculement se fera définitivement dans l'inactivité avec tout ce que ça signifie. Merci beaucoup et on souhaite, comme vous l'avez dit, que le CREFOP en Aquitaine fonctionne aussi bien, si ce n'est mieux encore, que la COPIR fonctionnait elle-même, ce qui n'est pas le cas dans toutes les régions, donc on peut se féliciter que ça fonctionne bien ici. En tout cas, merci pour cet exemple. Merci, Monsieur Le Camuc. Comme chacun des intervenants et des acteurs de cette synergie souhaite illustrer par un exemple concret avec une entreprise, je vais appeler maintenant à la table ici Monsieur Jean-Gilles Oursiangou de la société Néomade pour qu'il vienne nous présenter un serious game qui s'appelle Nouvelle chance pour l'orientation. Donc, de la même manière que les personnes qui vous ont précédé, je vais vous demander de nous décrire un petit peu ce Serious Game, peut-être même redéfinir ce que c'est au juste, et ensuite comment il s'est mis en place, avec quels acteurs et dans quelle ambiance concrète. Bonjour à tous. La démarche qu'on a mise en œuvre à la demande des partenaires de Nouvelle Chance pour l'orientation, acronyme NCO. Pour rappel, c'est une initiative qui a été mise en œuvre à la demande des entreprises du bassin d'emploi de Lac, Mauléon, Oloron et Orthès. L'idée étant de fournir un outil permettant de découvrir les métiers porteurs dans la région et de valoriser ces métiers en fonction de la réelle demande des entreprises. Les partenaires nous ont demandé de mettre au point donc un outil qui n'avait pas vocation de remplacer ce qui existait déjà, mais plutôt de répondre à un besoin tout simple. Un constat tout simple, qui est que lorsque quelqu'un qui est en recherche d'orientation entre dans une maison comme celle-ci, le pari est déjà à moitié gagné. La problématique, c'est tous ceux qui ne franchissent pas la porte. Et donc l'idée était de fournir, en utilisant des outils adaptés, des moyens adaptés, un moyen d'accéder aux informations qui sont disponibles ailleurs. On ne réinvente pas d'informations. Les techniques qui ont été mises en œuvre sont des techniques adaptées à la cible. En l'occurrence, on a mis en œuvre des techniques autour de la mobilité, autour de l'usage des mobiles, des tablettes, en utilisant des savoir-faire autour du jeu sérieux, tout ce qu'on peut faire de manière coopérative en employant ces outils.
Et la démarche a été aussi innovante au-delà de la technologie en matière de mise en place des démarches. En fait, on a fait collaborer dans cette démarche, d'une part, les spécialistes de l'orientation, d'autre part, les entreprises, et enfin, les représentants ciblés. En l'occurrence, on a fait travailler des étudiants et des gens qui étaient au lycée d'Oloron, au lycée professionnel d'Oloron, ainsi que des gens qui étaient en recherche d'emploi, qui nous ont été amenés par Pôle emploi et par la Maison de l'emploi. L'idée était, à tout moment de la démarche, d'une part de valider le cadre et d'autre part de valider le résultat. Cette démarche a été cofinancée par les différents partenaires, en l'occurrence l'État, la région et les OPCA. Le premier résultat qui a été obtenu est un prototype qui a été démontré et proposé à l'ensemble des partenaires, ce qui a permis aujourd'hui de prendre la décision, leur a permis de prendre la décision de déployer la démarche de manière plus large pour, dans un premier temps, illustrer une cinquantaine de métiers appartenant à 5 branches professionnelles et fournir ainsi un outil qui permet d'aiguiller et d'appréhender dans une démarche d'orientation des jeunes et des moins jeunes vers des contenus et des spécialistes de l'orientation en ayant un minimum d'apprentissage de ce qui doit être connu pour aborder ces démarches d'une manière active. En gros, aujourd'hui, on a fait une petite démo avant cette table ronde de l'outil, et cet outil est disponible pour le moment sous la forme de prototype. Il doit être disponible dans le premier trimestre 2015, d'abord pour le secteur de la fonderie et ensuite pour un certain nombre d'autres secteurs qui sont à déterminer pour le moment. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation effectivement de cet outil. Et comme vous l'avez dit, il faut penser à tous ces publics qui ne franchissent pas forcément la porte des différents lieux d'accueil, d'information, d'orientation, etc. Et les nouvelles technologies sont sans doute la meilleure réponse pour les jeunes pour accéder à ce genre d'informations. Président Rousset, je sais que vous aimez bien employer le mot boussole à propos d'Aquitaine Cap Métiers. Tous ces outils participent justement à cette boussole qui oriente les jeunes vers l'emploi, vers la formation. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est l'emploi avant tout? Non, je crois que on ne peut pas séparer le mot d'orientation, de formation et d'emploi. On ne peut pas, et c'est pour ça que je me bats pour revendiquer pour les régions, comme ça se passe en Allemagne, comme ça se passe en Italie, avec les résultats que l'on sait, le pilotage de cette politique sur la chaîne complète. Alors bien entendu, c'est un petit bouleversement dans notre monde organisé, paradoxalement et émietté sur le territoire. Parce que quand vous observez ce qui se passe sur le territoire, vous avez dans une région comme l'Aquitaine 173 organismes qui concourent à l'accompagnement des chômeurs, 100 patrons. Le préfet est le patron de Pôle emploi, mais je ne suis pas plus que le préfet, le patron des missions locales. Et vous avez les maisons de l'emploi. Maisons de l'emploi, c'était une belle idée d'un ancien ministre, de Jean-Louis Borloo, parce que ça devait regrouper tout cela. Sauf que je lui avais dit non, si tu ne donnes pas, tu mets pas un patron à la tête, ça marchera pas. Et aujourd'hui, on paye de multiples fonctionnements. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en Allemagne, vous avez 150 conseillers qui accompagnent 10 000 chômeurs. En Angleterre, 103. Vous savez combien il y en a en France? 72. Parce que le back-office des services de l'emploi est dominant. Donc ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher. Et on revient à ce que disait Yannick Dufaux tout à l'heure. C'est un vrai scandale qu'il y ait des entreprises qui veulent recruter avec autant de chômeurs. Et ce ne sont pas les personnels, ce ne sont pas les collaborateurs ou les collaboratrices qui sont en cause, c'est la gouvernance. Il faut qu'on arrive, c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec ce que disait la secrétaire générale tout à l'heure, nous ne sommes pas allés au bout de l'exercice de la décentralisation. Alors,
C'est le message du président de l'ARF? C'est le message du président de l'ARF qui l'a dit suffisamment fortement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un pas. La loi dont on parlait tout à l'heure et qui confie le service public régional de l'orientation et de la formation à la région est un premier pas. C'est un pas collaboratif. Hein, voilà. Mais bon, et il faut qu'on soit collaboratif. C'est-à-dire qu'il n'est pas pensable que ce qui est de la vocation de l'État, notamment l'éducation, ce qui est du rôle des partenaires sociaux, qu'ils soient patronaux ou syndicaux, ce qui est du rôle des organismes de formation, ne soit pas autour de la table. On voit bien que le modèle de gouvernance aujourd'hui ne peut qu'être un modèle de gouvernance participative, collaborative. Et on voit bien aussi dans l'état actuel de l'organisation des pouvoirs que nous arrivons à faire un certain nombre de choses. Je voulais citer cet exemple du Serious Game qui a été initié à Oloron dans le cadre d'une politique contractuelle sur les bassins d'emploi dont il faut penser l'avenir. On pourrait en citer plein. Mais revenons au thème sur l'entreprise. Après, on parlera de Cap Métier. Qui montre qu'on non seulement on travaille ensemble, mais qu'en plus, l'expérimentation de terrain est essentielle. Thiviers. Le lycée, dans un lycée, alors ça n'a pas commencé à Thiviers, ça a commencé à Saint-Médard-d'Excideuil. Une entreprise qui s'appelle Repetto. Tout le monde connaît Repetto, tout le monde a offert des chaussures à sa petite amie, à sa fille ou à sa femme, des chaussures Repetto. Et pas simplement à Serge Gainsbourg. Repetto a besoin de recruter. Saint-Médard-d'Excideuil, il y a 173 emplois dans l'entreprise, sauf que Saint-Médard-d'Excideuil est réputé pour ses CEP, et mais recruter à Saint-Médard-d'Excideuil, compliqué. Qu'est-ce qui se passe? On a fait revenir des anciens salariés de 70 ans, ce qui vous montre que la durée du travail peut être extensible. Tout le monde. Je suis prêt à faire toutes les provocations cet après-midi. On a fait revenir, mais je cite, attendez, je fais que citer ce qui se passe en Allemagne, hein, parce qu'en Allemagne, on fait revenir les anciens salariés pour être des coachs et des formateurs. Hein. Il faut arrêter de penser qu'on va continuer à se raconter des histoires en France. Hein. Donc on fait revenir d'anciens salariés de Repetto, et ces anciens salariés de Repetto ont formé des boulangers, un tueur de l'abattoir de Thiviers, pour être des spécialistes du cuir, retournés. Et on est allé plus loin parce qu'il y a une filière, c'est la vallée de Lille, c'est un secteur où il y avait 20 000 emplois autour de la chaussure. Aujourd'hui, il y a un secteur du luxe, on fabrique les selles des meilleurs cavaliers de France et d'Europe, on fabrique dans le Limousin des chaussures, on fabrique, Hermès est installé sur place, et on est en train de reconstituer la filière cuir autour d'un lycée. Alors, la région a dépensé 1,5 million pour installer une formation du cuir, avec des entreprises qui viennent dans le lycée former ses propres salariés. Et alors moi, quand j'entends au niveau national qu'il n'y a pas d'expérience au niveau local et qu'il ne faudrait surtout pas dans un modèle républicain qu'on apprécie l'expérimentation, ben je trouve ça stupide. Il faut expérimenter. Et à côté de Mérignac, le préfet évoquait tout à l'heure la réunion qu'il a faite. À côté de Mérignac, il y a une entreprise qui s'appelle Sabena. Nous avons créé dans Sabena un centre de formation. Dans Sabena, parce que les entreprises peuvent faire de la formation. Et plus on aura des formations qui se développeront en fonction du besoin des entreprises, mieux on se portera. Après, une fois que l'entreprise a réglé ses problèmes de recrutement, eh bien c'est bon, on a fait la même chose chez Pothèse, à Aire-sur-Adour. C'est ça qu'il faut fonctionner. Qu'est-ce qu'on fait quand on reprend peut-être une des plus belles aventures avant celle qui commence aujourd'hui avec l'ouverture de Cap Métier, la traîne. Il n'y avait plus rien à la traîne, la DGA avait quelques centaines de formations à la maintenance. Sauf que la DGA jouait plutôt sur la Délégation Générale Armement sur Rochefort,
Bon, on n'allait pas laisser tomber, nous, en Aquitaine, avec ce qu'on organisait avec l'État par ailleurs, c'est-à-dire l'arrivée de tout le système de formation du ministère de la Défense, enfin d'attribution des marchés pour la maintenance, c'est quand même 2,5 milliards par an. Comment on maintient en condition opérationnelle tout ce qui vole dans les 3 armes? Vous imaginez le business qui est derrière, les emplois qui sont derrière? On rachète le centre, on recrée un lycée avec le rectorat et l'État. Non seulement on recrée un lycée, mais on crée un lycée professionnel franco-allemand. On a un centre d'apprentissage, on a un d'hébergement. On est passé de 950 stagiaires, vous savez à combien? 23 000. 23 000. Voilà. Mais quand on ouvre son journal, on ne lit que des choses qui arrivent pas bien. Et aujourd'hui, ben, je tire la ficelle de Thales, de Safran, de Dassault, d'Airbus. On fait venir l'école supérieure d'aéronautique chez nous. Les stewards, le personnel navigant de cabine viennent se former au métier de sécurité. Alors, moi j'ai une question, parce qu'on sait tous que vous ne parlez pas la langue de bois, mais est-ce que tout cela est modélisable, finalement, ou bien est-ce que c'est une histoire d'hommes et de territoire? Bah, écoutez, ça commence par une histoire d'hommes. Il se trouve que, je veux dire, je ne fais pas un effort particulier. Ça a été mon métier dans le privé, de m'occuper de reconversion industrielle. Donc, voilà. Et c'est ce que j'ai commencé quand je suis arrivé à Pessac. On a été le premier incubateur, 5 ans avant Allègre, à créer un incubateur à côté de l'université. Voilà, donc je n'ai pas de mérite particulier, si ce n'est, peut-être, d'avoir convaincu mes collègues de gauche et de droite de rester depuis 15 ans avec ce même objectif. Je sors l'Aquitaine de cette économie de rente et de cueillette dans laquelle nous étions, et c'était vachement tranquille, hein. Le pain, PIN, le vin, le week-end, vous avez l'habitude, le bassin d'Arcachon, Bordeaux a inventé les 35 heures avant tout le monde, et l'industrie militaire cachée dans les pins. Il suffit d'avoir un Premier ministre à la mairie de Bordeaux pour assurer les plans de charge. Sauf que maintenant, ça ne suffit plus, ni pour le pain, ni pour le vin, ni pour l'industrie militaire. Et il faut diversifier. Donc, bien sûr que c'est modélisable, bien sûr que c'est adaptable ailleurs. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait, à un moment donné, qu'on sache en France qui fait quoi et qui est responsable de quoi. Parce que quand vous multipliez les interlocuteurs, d'abord ça coûte cher. Martin Malvy, qui a eu une mission pour Bercy, a calculé que chaque fois que vous avez 3 ou 4 partenaires, le coût de la décision publique était par définition multiplié par 5. À l'heure même où l'on est en train à la fois de raboter certaines grandes compétences d'État, et je pense aujourd'hui à tout l'effort que la France doit faire pour l'Europe contre le terrorisme en Afrique, l'effort qu'on doit faire sur la justice, sur l'éducation, sur un certain nombre de choses, il faut qu'on arrête tous ces doublons entre l'État et les régions, et entre les régions et les autres collectivités locales. Il faut qu'il y ait un pilote, à la fin, ce pilote, qui soit l'État, le président de la République, le président de région, quand il se présente devant ses électeurs sachent bien qui fait quoi, et donc qui est responsable de quoi. Ça va pas, à dégager. Ça va bien, vous êtes validé, quelle que soit votre étiquette politique. Parce que je prétends aujourd'hui que le vrai problème pour la France, c'est pas entre la gauche et la droite, sur le plan politique, c'est entre les centralisateurs et les décentralisateurs. Ça, c'est un message que vous portez depuis longtemps. Merci en tout cas pour ces exemples, et notamment pour celui que vous avez présenté, Jean-Gilles Ourcy-Engouffré. On arrive tout doucement à la fin de cette table ronde, ces échanges, et j'aimerais me tourner vers Jean-Marie Marx. Et si vous permettez, j'aimerais vous demander déjà de prendre votre casquette de directeur général de l'APEC pour porter un regard sur ce que vous avez entendu. Bonsoir à toutes et à tous. Oui, non, je trouve que le débat et les interventions, effectivement, étaient extrêmement intéressantes. Et on voit bien, et notamment dans cette région, le lien étroit auquel tient le président entre développement économique, emploi, formation, orientation. Je rajoute développement économique, parce que bien évidemment, c'est votre cœur d'action.
qui découlent sur effectivement les questions d'emploi, de formation et d'orientation. Si j'en parle parce que c'est pas toujours aussi évident, c'est pas toujours le cas de manière aussi fine sur les territoires, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau des bassins d'emploi, que ce soit de souligner. Et je crois que ce qui fait la réussite de Cap Métiers et de son évolution, c'est finalement 3 ingrédients qui ont été soulignés par les uns et les autres. Le premier, effectivement, c'est le travail autour du diagnostic des besoins, qui est fait, qui aujourd'hui associe effectivement l'ensemble des acteurs économiques, bien évidemment la région, l'État, ça me paraît capital. Et vous avez des moyens, effectivement, on parlait tout à l'heure des conventions d'objectifs territoriaux au niveau des branches professionnelles, c'est absolument indispensable et c'est une base de travail qui doit fonctionner sur l'ensemble, effectivement, des secteurs économiques. La deuxième chose qui me paraît effectivement importante et ce qui est exemplaire, c'est votre capacité à partager ce travail. Il suffit pas d'avoir des belles conventions, des beaux rapports, des fiches. Il s'agit effectivement de faire qu'elles soient utiles et utilisées. Et il y a un gap. Et donc je crois que Cap Métiers en est un bel outil, un bel instrument pour favoriser, pour démocratiser, si je puis dire, l'accès à cette information. Ça me paraît absolument indispensable, que ce soit effectivement pour les jeunes, que ce soit pour les demandeurs d'emploi ou que ce soit pour les actifs salariés. La réforme de la formation professionnelle, Catherine Beauvois l'a dit tout à l'heure, met le citoyen au cœur de son projet, au cœur de la formation professionnelle. C'est une avancée majeure qui d'ailleurs était présente dans la tête des pères fondateurs de la formation professionnelle et de l'éducation permanente, dans le préambule de la loi de 71, dans les travaux préparatoires à la loi de 71, il y avait déjà la notion de droit d'initiative de formation pour les citoyens, qui n'a connu qu'une application, si je puis dire, non pas marginale, mais partielle, au travers du congé individuel de formation, depuis le droit individuel de formation. Le compte personnel de formation peut être un bel instrument. Et il faut effectivement l'accompagner pour beaucoup d'actifs. Et donc le conseil en évolution professionnelle, votre capacité au niveau de Cap Métiers à transférer cette connaissance au niveau effectivement donc des jeunes, des demandeurs d'emploi et des actifs salariés, j'insiste sur ce point, c'est un point majeur parce qu'un actif salarié aujourd'hui, il change 4-5 fois de métier au cours de sa vie professionnelle, c'est particulièrement vrai puisque vous m'interrogez en tant que directeur de l'APEC pour un cadre, et que donc bien évidemment cette mobilité, il faut l'anticiper, il faut l'accompagner, et c'est un point absolument essentiel, c'est toute la question de la formation tout au long de la vie. Et on peut rajouter, pardon de vous interrompre, mais pour l'orientation également, ce qu'on peut appeler les prescripteurs familiaux, c'est-à-dire les parents, les grands-parents, l'entourage, etc., évidemment. qui doit être informé également des métiers et des carrières. Et donc c'est la question effectivement du réseau physique que vous avez effectivement en Aquitaine avec Cap Métiers. Je crois que vous avez effectivement un dispositif déconcentré au niveau des bassins d'emploi qui avec des relais effectivement locaux, mais c'est aussi à l'heure où nous vivons la question du digital, des jeux comme cela vient d'être évoqué. Bien évidemment, ce sont là des approches aussi particulièrement importantes. Puis enfin, et je dirais c'est en partie effectivement un souhait, je crois que ces travaux sont bien évidemment importants pour raisonner aussi l'offre de formation. Et ces travaux doivent servir de base, mais vous le faites, pour l'élaboration du programme régional de formation, pour l'élaboration effectivement des programmes pour les demandeurs d'emploi, c'est un point essentiel, cela a été souligné tout à l'heure par Monsieur le Préfet, le choix effectivement des formations et votre capacité à anticiper l'insertion professionnelle des demandeurs d'emploi est un point bien évidemment essentiel. Et puis ce sont des travaux qui doivent quelque part orienter aussi la carte des formations, que ce soit effectivement l'alternance, l'apprentissage, ou que ce soit effectivement la formation professionnelle donc scolaire. Donc je crois là qu'il y a un bel outil qui est à votre disposition aujourd'hui. Je voudrais terminer, si vous me permettez, par un mot, puisque je suis personnellement très heureux de votre invitation à l'occasion de cette inauguration, puisque j'étais un ami personnel de Vincent Merle. Excusez-moi, je suis un peu ému. C'était vraiment au cœur de son action et de son engagement. Et je voudrais saluer effectivement son engagement personnel, effectivement, au plan social, au niveau national, et notamment sur ces questions de formation professionnelle. Donc je suis à titre personnel particulièrement heureux de voir que son nom est associé
à votre réalisation. Merci. Merci Jean-Marie Marx. Et justement, vous restez avec nous pour, dans une dizaine de minutes, nous retrouver pour l'inauguration du centre régional Vincent Merle. On va garder à table pour le moment 3 personnes pour signer la convention d'objectifs territorial sur la propreté. Donc je remercie Catherine Beauvois, Jean-Marie Marx et Yannick Dufaux que nous retrouverons dans quelques instants dans le hall pour l'inauguration. Et je vais appeler Monsieur le Président de la Fédération des entreprises de propreté, le président régional, si vous voulez bien venir avec nous. Voilà, Monsieur Bondu. Car donc, c'est le moment de signer cette convention avec les différents partenaires. Bonjour. La convention est dans le parapheur, Monsieur le Président, on va vous la passer. Mettez-vous à côté du Président. Un mot avant. Attendez. Je me suis fait un petit papier parce que moi je n'ai pas votre habitude. Monsieur Bonduquet, quelques mots peut-être sur ces conventions, juste avant de la signer, sur ce contrat d'objectif territorial propreté. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Ça va être la 5e fois qu'on signe cette convention avec la région Aquitaine. Donc vous voyez, et l'État, on persiste dans ce qu'on avait signé. Ça marche très bien. Il faut savoir qu'on est une fédération, je signe, c'est moi qui signe, mais je signe pour 551 entreprises dans l'Aquitaine, qui représentent 19 000 salariés, donc c'est quand même pas mal. Nous sommes très, très portés sur la formation. Nous avons créé des GEC, nous avons 2 ici, rien que sur Bordeaux, et puis Bayonne. Donc, qu'est-ce qu'il faut dire? Bon, la formation, la capacité, c'est ce qui nous préoccupe. On a créé aussi 7 CQP qui fonctionnent parfaitement bien. Nous avons fêté le 10 millième CQP à la fin du mois. On est déjà à 12 000, mais on est important dans la fête. Et puis, on a créé des GEC. On a 12 groupements d'employeurs dans notre profession, donc 2 dans la région Aquitaine aussi. Nous avons 1300 apprentis au CFA, 236 au CFA de Pessac, qui est juste à côté. Tout à l'heure, je vais leur mettre les diplômes au BTS, au CAP, au bac et au CQP, des élèves qui ont reçu leur certificat. Qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? Je crois qu'il faudrait que vous, si vous permettez, puisque je sors tout à l'heure d'une réunion avec le Centre de la propreté, oui. C'est un des secteurs français qui, en matière d'emploi, croît le plus 21%. 21% d'emplois en plus, et pas des emplois non qualifiés, parce qu'on se trouve aujourd'hui utilisant à la fois des produits éco-compatibles, et en même temps, avec une multiplication de salles blanches et de lieux difficiles, plus 19%, je crois, des apprentis. Des apprentis. Donc, et c'est un secteur, on en discute souvent avec le préfet, qui n'a pas perdu d'apprentis pendant la période de crise, et avec une implication des entreprises qui est, dont je peux témoigner. Nos apprentis sont tous pris dans les sociétés après. Il y a très peu d'apprentis qui restent sur le carreau. C'est vraiment très exceptionnel. Ils sortent, ils sont pris. Mais comme je vous entendais tout à l'heure parler, on est aussi comme les autres. C'est-à-dire qu'on manque d'employés, malgré les 5 ou 6 millions de chômeurs. On manque d'employés et on se bat pour trouver des employés. C'est un peu catastrophique, quoi. D'où l'intérêt, effectivement, des CQP qui permettent une certification et une montée en compétences des jeunes et des salariés. Messieurs les présidents, monsieur le recteur, monsieur le préfet, si vous voulez bien signer la convention, le contrat.
Parfait, merci messieurs. Vous voulez faire une photo peut-être tous ensemble? Voilà. Voilà. Merci à toutes et à tous et rendez-vous dans le hall pour l'inauguration officielle du lieu.